La conférence ministérielle extraordinaire de l'Alliance politique africaine s'est tenue en fin de semaine dernière dans la capitale togolaise. Les résolutions majeures adoptées lors de cette rencontre de Lomé visent à définir des positions diplomatiques communes pour faire face aux répercussions économiques, sécuritaires et énergétiques de la crise au Moyen-Orient. Alors Louis, pourquoi l'Afrique ne peut-elle plus considérer les crises internationales comme lointaines? Non, mais parce que quand vous voyez ce qui a été dit tout au long de ce sommet-là, les pays ou bien les ministres africains estiment que la crise au Moyen-Orient a des répercussions sur leurs économies, parce qu'ils pensent que le Moyen-Orient, c'est un partenaire sûr. C'est un partenariat de taille qu'il faut à un moment donné soutenir dans des moments difficiles. Magloire, vous souriez. Dans quelle mesure donc l'Afrique est devenue une victime collatérale des tensions mondiales et précisément de ces tensions qui ont lieu au Moyen-Orient? Parce que nous nous sommes suffisamment sabordés. C'est-à-dire? Pendant des années, qu'avons-nous fait réellement pour nous inviter à la table des dirigeants du monde? On n'a rien fait. On est beaucoup plus dans le populisme, dans les discours. Et aujourd'hui, le monde s'est réveillé très tôt. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que l'Afrique est l'avenir du monde. Pourtant, nous sommes à la queue du peloton. Et c'est en cela que quand l'Afrique dit se réveiller officiellement, oui, d'accord, c'est une bonne chose. Mais comment y parvenir? C'est de cela qu'il s'agit. D'abord, voyez un peu les espaces sous-régionaux qu'on a sur le continent. Quelle est la situation réelle de nos espaces communautaires? On parlait tantôt de la CEDEAO. Voilà une CEDEAO qui se dit espace communautaire qui promeut la libre circulation des personnes et des biens sur le papier, mais quelle est la réalité sur le terrain? Voilà une CEDEAO qui a une cour de justice dont les décisions ne sont pas imposables aux États. Avec ça, vous voulez parler, ou du moins s'inviter à la même table que les grands dirigeants de ce monde, quand vous n'arrivez même pas à tenir des institutions fortes. L'Union africaine même, c'est-à-dire quand on prend l'Union africaine elle-même, quelle est sa capacité aujourd'hui d'agir sur les relations internationales? Je n'en trouve pas. On l'a toujours dit ici. Notre siège à Addis Abeba. Vous connaissez un peu l'histoire du siège en Éthiopie. Le siège a été construit par des partenaires. Le budget même est porté à plus de 50% par les partenaires. Qu'est-ce que nous voulons dire à ces partenaires aujourd'hui? Quand la Turquie, l'Inde, la Chine, la France, l'Allemagne, la Russie, c'est des États. Mais quand c'est des États qui s'organisent entre eux pour organiser individuellement des conférences en direction de tout un continent, et aujourd'hui on veut dire quoi? On est ici quand tout récemment Donald Trump a accueilli comme un fruit le président vénézuélien. Qu'est-ce qu'on a pu dire? Rien. Aujourd'hui, on veut s'inviter sur le terrain Moyen-Orient pour dire quoi? Alors, à part les discours, moi franchement, je ne me retrouve pas. Parce que les discours, c'est beau, voilà, mais beaucoup plus, pour moi, on ne coche pas toutes les cases pour pouvoir s'inviter dans ces grands débats internationaux. Alors, Magloire, vous pensez que la crise au Moyen-Orient n'a pas d'impact sur les populations africaines, absolument. sur les États africains? Moi, je ne dénie pas la réalité. On est même les premières victimes de ces crises-là. Mais je me demande, quelle posture avons-nous, quelle capacité avons-nous pour changer les choses, les réalités? Puisque c'est une question de rapport de force. Quand les États-Unis et la Russie s'affrontent, qu'est-ce que nous pouvons faire quand nous dépendons de ces gens-là? Au Moyen-Orient, il n'est pas question de Russie. Non, je sais, c'est juste un exemple que je donne parce qu'en réalité, c'est qu'on parle de la géopolitique. Le débat de fond, c'est la géopolitique. Quelle est notre place réelle aujourd'hui dans le débat géopolitique au jour d'aujourd'hui, à part les discours? Moi, je voudrais tout sincèrement inviter nos dirigeants africains à sortir du blim-blim. Parce que
Parce que ça, vous appelez... Parce que, vous savez, il y a aujourd'hui le narratif de panafricanisme, que tout le monde tient solidement. Vous pouvez beau bâillonner vos peuples, vous pouvez beau violer les droits humains dans votre pays et tout ça. Une fois que vous brandissez le drapeau de panafricanisme, ben, vous pensez que tout le monde va vous suivre. Je dis non. Quand on n'arrive pas à mettre en place les vraies ressources pour pouvoir amener cette Afrique-là, que beaucoup estiment être l'avenir du monde, on va beau vouloir surfer sur les différentes vagues. Mais en réalité, on restera toujours sur place. Pour Magloire, moi, je vous demande à nouveau quels sont les effets de la crise au Moyen-Orient. Mais les effets, déjà, c'est l'augmentation, par exemple, des prix de carburant. Ça, on le sait. Quand on dit le détroit de Dormouz, mais c'est ça qui a conduit, par exemple, à l'augmentation des carburants et tout. Et ça a fait que moi, mon pauvre paysan, mon pauvre parent qui est au village là-bas, actuellement, si il veut acheter... C'est quel village déjà? À Koumambala. On n'a pas besoin de préciser. Voilà, à Koumambala. Mon parent, pour avoir 1 litre de pétrole, par exemple... Pétrole lampant, est amené à débourser plus de 1000 francs. Alors que 1000 francs pour un citoyen des régions rurales ou des zones rurales du pays, vous savez ce que c'est. Donc, les conséquences, elles sont là, ça on les connaît. Mais je dis, à part les discours, rassembler des gens, 2 jours, 3 jours, discuter, discourir, tout ça, mais qu'est-ce que ça va changer? Parce que si ça va s'arrêter tout simplement aux conférences, je crois qu'on aurait réglé, l'Afrique aurait déjà réglé beaucoup de problèmes à travers le monde. Parce que les conférences africaines, on organise tellement. On organise tellement de conférences, mais qu'est-ce que ça apporte comme solution? Qu'est-ce que ça apporte comme solution? Je n'en vois pas. Du moins, si vous en avez, mais informez-moi. Louis, à part l'augmentation, c'est-à-dire la flambée des prix des produits pétroliers, quelles sont selon vous les autres conséquences économiques les plus urgentes à gérer pour le Togo? Non, mais moi, après la crise au Moyen-Orient. Moi, je m'en tiens juste à ce qu'ils disent, ce qu'ils ont dit à leur sommet. Moi, ce n'est pas moi qui évoque. Je veux juste être factuel, en me limitant en fait aux différents discours qui ont été prônés lors de ce sommet-là. Donc, à part le détroit d'Ormuz que Magloire vient de citer, ils ont également mis le curseur sur l'insécurité alimentaire. C'est en cela que En quel sens la crise au Moyen-Orient impacte sur la sécurité alimentaire au Togo ou en Afrique en général? Non, moi, je ne sais pas. Sincèrement, je n'en sais rien. C'est en cela que je trouve que... Est-ce que c'est lié peut-être aux phosphates, aux engrais qui sont importés de cette région également? Peut-être oui. Peut-être que oui, lié peut-être à la carence des entrants agricoles, comme vous le dites. Bon, vous avez été obligé de m'amener à dire des choses. Mais je crois... Lâchez-vous là. Moi, Louis, lâche-toi. C'est-à-dire que puisque c'est un sommet qui vient du Togo, moi, ça ne me donne pas. Parce que ces derniers temps, le pays s'est spécialisé, ou bien le pays se voit comme le carrefour des grands rendez-vous internationaux, même si on sait qu'à l'arrivée, ça n'apporte pas grand-chose aux citoyens lambda. C'est en cela que je trouve que nous avons un continent qui est un peu curieux. C'est un peu curieux parce qu'on a l'impression qu'on veut toujours se mêler des affaires qui ne nous concernent pas. Quand vous parlez... Non, vous avez dit tout à l'heure que ça ne concerne pas véritablement ou en premier plan le citoyen ou la population africaine, mais que cette crise a un réel impact sur... Mais je te dis que moi, je m'en tiens aux discours qui ont été prononcés au sommet, et en restant factuel. Je ne partage pas leur avis, mais puisque tu m'as posé la question, pour éclairer, vous m'excusez les téléspectateurs, pour leur donner la bonne information, je me résume ou bien je me réfère aux discours officiels qui ont été prononcés lors de ce sommet-là. Maintenant, je viens avec mon analyse. Qui est de dire que l'Afrique, en fait, on n'a pas besoin de s'immiscer de ce qui se fait au Moyen-Orient. Aujourd'hui, on parle en fait, de la diversification en termes de partenariat. Il y a une guerre qui se déroule, ou bien qu'il y a des rivalités qui opposent 2 camps. Vous prenez position. Les États-Unis, Israël et l'Iran. Ils pensent qu'ils ne sont pas partenaires avec l'autre partenaire. Est-ce qu'en le pensant, ils pensent qu'ils sont en train de se saborder?
Est-ce qu'ils ne pensent pas qu'en le faisant, ils sont en train de créer une jurisprudence sur la question? C'est en cela que je reviens sur la fameuse phrase de Hitler lors de la Deuxième Guerre mondiale qui disait que vous, les Africains, vous vous mêlez des affaires qui ne vous concernent pas. Après avoir fini avec mes frères soldats, je viendrai faire de vous les chaussures de mes soldats. C'est la phrase, c'est ce qu'il disait en fait aux tirailleurs sénégalais à l'époque de la Mais Deuxième. Adolf Hitler n'a pas réussi. Il n'a pas réussi, mais il avait cette intention. Ça veut dire que c'est dans le gène des Africains de se mêler des affaires qui ne les concernent pas. On a des défis, on a assez de défis à relever sur le continent. Durant toute la semaine, ou bien durant tous ces mois-là, on débat de la situation xénophobe qui provoque en Afrique du Sud. Vous ne les verrez jamais se prononcer sur Et des pourtant, sujets c'est comme eux ça. qui se disent panafricanistes ou panafricains. Et ça se change sur tous les lèvres. L'Alliance politique africaine? Voilà. Ce sont eux-là qui se disent qu'aujourd'hui, pour le panafricanisme, alors que le panafricanisme, le pionnier du panafricanisme en réalité, c'est Nelson Mandela. Aujourd'hui, dans son pays, des Noirs sont pourchassés, sont chassés comme des vulgaires bandits. Des Noirs sont expulsés. On parle du retour de l'esclavagisme. Et nos chefs d'État ou bien nos ministres n'ont pas trouvé bon d'organiser un sommet pour trouver une solution à cela. Ils ne l'ont pas fait. Il y a eu des pluies diluviennes récemment. Toute la côte africaine a été inondée et les gens continuent toujours à vivre dans l'eau. Il n'y a pas eu un forum, il n'y a pas eu un sommet sur les solutions envisageables à l'assainissement. Ils n'ont pas trouvé ça. Ils s'en vont justement se mêler d'une affaire qui en réalité qui ne concernait pas, parce que les conséquences dont ils évoquent, quand ils parlent de l'insécurité alimentaire, on a vu ce qui se fait au Burkina Faso, on a vu ce que le Mali vient également de décider en allouant un budget important justement au projet agricole. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir assez d'espace cultivable et continuer pas à vivre de l'Occident en termes de vivre alimentaire? C'est en cela que vous allez constater que nous sommes dans deux mondes. Il y a un monde de discours, l'Afrique c'est un monde de discours, et il y a un monde d'action. Le monde d'action, ce sont ceux-là qui s'en vont justement aller soutenir. Le problème de l'Afrique, c'est qu'on a des dirigeants à qui on dit des choses parfois tout crues, mais qu'ils ne veulent pas justement mettre en application, et ils pensent qu'on est contre eux. Personne n'est contre eux. Les choses sont visibles. Aujourd'hui, la préoccupation du peuple africain aujourd'hui, ce n'est pas la guerre au Moyen-Orient. Et je suis juste peiné. Ce n'est pas la guerre au Moyen-Orient. Et je suis juste peiné de constater mais la crise peut être en Afrique du Sud. Il y a des Africains qui sont pourchassés. On ne trouve pas une solution. Il y a des inondations. Maintenant, quand on parle même de ce qui se passe au Moyen-Orient, quelque part, c'est la mauvaise gouvernance qui a amené à cela. On parle de la violation flagrante des droits de l'homme, la manière dont les gens sont tués, la manière dont ils sont emprisonnés. Tous les dirigeants, tous ceux-là qui sont là-bas, je ne pense pas qu'ils ont déjà implémenté un système judiciaire dans un pays qui arrive justement à garantir la protection des droits humains. Vous parlez de qui finalement? Mais de tous ces pays africains-là qui organisent, qui participent à ce sommet. Je ne veux nommer personne. Mais je crois que c'est un défi commun à tous aujourd'hui. Et vous m'excusez, mais ils sont en train de se fouvoyer. Le défi actuel, ce n'est pas la crise au Moyen-Orient. Alors, Magloire, je veux savoir quel rôle joue l'Alliance politique africaine, l'APA, donc, qui a appelé un dialogue stratégique entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Quel est son rôle pour fédérer les nations africaines et les faire peser sur la scène internationale? Vous m'amenez peut-être à vous répondre comme je venais de le faire tantôt. À nouveau? À nouveau. Parce qu'en réalité, moi, donc je pour pense vous, que cette approche... aujourd'hui, l'APA n'a pas de prérogative. En réalité, c'est les promoteurs de l'APA qui sont censés vous répondre. Ouais. Mais si vous demandez mon avis, moi, je dis ils n'ont rien à foutre sur ce terrain. Ils n'ont absolument rien à foutre sur ce terrain parce que, moi, je dis, vous voyez, c'est bien beau tout ce qui se fait. Moi, je dis, au plan diplomatique, peut-être... Surtout que c'est le Togo qui en est le pionnier. Voilà, au plan diplomatique, c'est l'image du Togo qui est poli, tout ça. C'est bon en tant que Togolais. Je m'en réjouis. Mais à la fin de la journée, quels sont les décomptes? Est-ce que le Togolais trouvera ces trois repas quotidiens à la fin de ces sommets-là? Moi, je dis non. Vous voyez, moi, je l'ai toujours dit. Pour ces genres de conférences sur des thématiques importantes, tout ça, c'est pas mauvais. Mais j'estime que notre pays n'a rien à gagner en voulant se positionner au premier plan. On peut laisser les autres pays organiser ces genres de conférences,
Nous, on va envoyer peut-être une délégation de 2 ou 3 personnes aller et puis revenir rapporter. Pourquoi vous voulez que ce soit d'autres pays et non Absolument. le vôtre? Pourquoi je veux? Parce que en réalité, je veux qu'on laisse le lead en termes d'organisation, de verrement, de forage sur le continent aux autres personnes pour que nous ayons le temps nécessaire, les moyens nécessaires pour se consacrer sur nos défis. Et les vrais défis qu'on a, vous le savez, sur le plan sanitaire, de Lomé à Dapan, des années durant, on n'a même pas ce qu'on peut appeler les premiers soins. Ça fait qu'aujourd'hui, le Togolais ne joue plus au bon samaritain, c'est-à-dire qu'au bord de la route, vous croisez un automobiliste qui a fait accident, mais qui gît dans son sang là-bas. Vous passez votre route. Vous avez beau envie de l'aider, mais vous ne pouvez pas parce que quand vous l'amenez à l'hôpital, on vous demandera de sortir de l'argent pour les premiers soins, alors que vous voulez juste secourir un citoyen. Donc moi je dis, l'un des défis aujourd'hui, c'est que l'État puisse employer... Les premiers soins sont gratuits. Ailleurs, je ne veux même pas parler d'ailleurs. Moi je dis, est-ce qu'on va me dire que le Togo est suffisamment si pauvre qu'on ne peut pas allouer un petit budget, ne serait-ce que pour les cas de premiers soins? Non. Prenons le cas du secteur de l'éducation. Même à quelques encablures de la capitale, vous allez voir des paillotes sur lesquelles nos jeunes frères, nos jeunes soeurs, nos enfants étudient. Ça ne fait pas belle image du Togo. Mais quand j'entends celui qui est censé vendre l'image du pays dire à tout va, que tout va bien au pays, le Togo, tout va bien et tout, alors qu'en réalité, il y a 3 jours, après ces pluies diluviennes, vous avez vu les conditions dans lesquelles les Togolais ont vécu ces heures-là. Moi, je dis il y a des défis à relever qui sont plus importants que ces conférences. Parce que nous, on débourse des millions. J'estime, je n'ai pas le budget avec moi, mais je présume qu'une seule conférence organisée à Lomé n'est pas moins de 100 millions. Or, ces 100 millions-là, vous imaginez ce que ça peut faire en termes de construction. Tant que vous n'êtes pas sûr, n'avancez pas un chiffre. Je dis je présume, parce que quand tous les participants, quand vous voyez un peu les participants qui viennent de plusieurs pays, on paie les billets, mais tout ça, même si je n'ai pas les chiffres devant moi, on peut estimer. Et moi, j'estime qu'aujourd'hui, les défis de l'eau, vous allez dans les villages les plus reculés, on ne trouve même pas de l'eau potable à boire. Les fourrages, on peut construire des fourrages, construire des écoles, des centres, des centres sanitaires pour les populations togolaises, plutôt que d'engloutir nos pauvres sous dans l'organisateur conférence. En Afrique du Sud, lorsque les Africains pourchassent les Africains, les tuent, personne ne dit rien. Magloire, alors pour vous, au lieu d'appeler à un dialogue stratégique entre l'Afrique et le Moyen-Orient, la PA aurait dû faire quoi? La PA aurait dû se concentrer sur les problèmes endogènes qu'on a. C'est-à-dire d'abord aller en Afrique du Sud pour dire, voilà, moi je m'appelle APA. Je veux vous demander pourquoi vous chassez les Africains sur un sol africain. Même si ce n'est pas ça. J'ai dit que quelle est la portée de cette conférence? C'est-à-dire que quelle sera la plus-value? Il s'agit juste de condamner, s'arrêter là. Condamner, c'est ce qu'il y a de plus facile. Hein. Même nous, depuis ce studio-là, nous pouvons condamner des attaques au Mali. Et personne ne viendra nous chercher. On condamne, on n'agit pas. Quoi ça c'est? Mais ça, la rencontre va au-delà de la condamnation. C'est une rencontre qui appelle à un dialogue. Un dialogue. Si les belligérants ou bien les deux camps refusent de dialoguer, l'Afrique là, a quelle capacité ou bien à quel pouvoir aujourd'hui d'aller mettre les deux camps autour d'une seule table? Comme je l'ai dit, c'est aussi ça. C'est une question de poids politique. C'est une question de rapport de force. Vous n'en avez pas. Attendez, vous êtes là à toujours... En fait, bavarder, vous m'excusez, c'est un peu vulgaire, mais vous êtes là toujours à faire des discours et à faire, on frise le ridicule. Parce qu'aujourd'hui, rien ne prouve que les deux camps en face vont écouter les recommandations qui ont été formulées par nos ministres. C'est en cela que ça devient encore ridicule en fait. Alors, quels sont les prérequis pour l'Afrique, afin qu'elle pèse dorénavant ou les prochaines fois? Nos prérequis, ce sont des institutions que nous avons, mais qui en réalité ont abandonné sur toute la ligne. Magloire parlait tout à l'heure de comment est-ce que le siège de l'Union africaine qui a été construit. Ça, je pense que tout le monde le sait, qu'à 80%, en fait, les ressources de l'Union africaine proviennent de l'Occident. C'est-à-dire que
on n'est pas indépendant économiquement ou bien sur le plan de mobilisation de ressources. Vous prenez l'argent de chez les gens, vous allez un jour arriver à les critiquer ou bien vous allez justement arriver à leur remonter les bretelles. C'est impossible. Il faut qu'on arrive à s'asseoir. Il faut qu'on arrive à travailler sous la souveraineté de nos institutions d'abord. Je reviens les institutions souveraines. Il faut qu'on ait des projets porteurs. Il faut qu'on pose des actes qui vont dans l'intérêt général de nos populations. Projets porteurs. Dans l'intérêt général de nos populations. On parlait tout à l'heure des défis sociaux auxquels nous sommes confrontés. Nous n'arrivons pas à mettre sur pied un système éducatif digne de ce nom. Parce que quand il y a les infrastructures qui sont absentes, ne pensez pas que du jour au lendemain, vous allez avoir un système éducatif édifiant ou bien efficient. Donc, on doit arriver à faire asseoir une vraie classe intellectuelle qui sait que pour justement s'asseoir à la table des grandes nations, il ne s'agit seulement pas de parler, il ne s'agit seulement pas de discourir, il ne s'agit pas seulement d'organiser des forats ou bien des discussions. Il faut justement arriver à s'imposer sur l'échiquier international. On n'a pas tout ça, on ne se respecte pas chez nous-mêmes. Je reviens également encore sur ce qui se passe en Afrique du Sud. Les Noirs s'entretuent entre eux et personne ne réagit. Et nous, on s'en va évoquer la crise au Moyen-Orient. Vous voyez comment est-ce que on se met dans la peau des dirigeants là qui ont une vision assez extraordinaire ou une vision assez extraterrestre. Ils sont dans un autre monde, c'est-à-dire qu'eux, ils sont dans le monde des idées et les populations sont dans... Ce sont vos analyses. Ah voilà. Oui, Magloire. Non, je crois que ce qu'il faut faire aujourd'hui pour rééquilibrer les rapports de force, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les relations internationales, c'est les rapports de force. Aujourd'hui, moi, j'estime que d'abord, Barack Obama l'avait dit, l'ancien président américain, le vrai défi pour les Africains aujourd'hui, c'est de batailler d'abord pour avoir des institutions solides, parce qu'on a l'impression que des individus sont plus forts que nos institutions. Si on arrive... C'est une impression. C'est un avis, c'est un constat. Et tu le sais toi-même. Tu es africaine, tu le sais. Des individus sont plus forts que nos institutions. Et c'est dangereux. Parce que pour avoir une institution forte, il faut avoir des gens qui incarnent ces institutions, mais qui sont l'émanation d'abord de leur peuple. Là, lorsque vous avez de la légitimité, vous avez une force. Et quand votre peuple vous accompagne, c'est que ça constitue cette force, cette énergie-là pour vous d'implémenter des choses. Maintenant, si on fait l'inverse, c'est-à-dire que vous ne tirez pas votre force de votre peuple, mais vous estimez que vous êtes plus fort parce que c'est vous, ça ne marchera pas. Et c'est ça qui nous manque. Parce que si on arrive à faire cet effort-là, c'est en cela qu'on peut parvenir à parler avec les partenaires d'en face d'égal à égal. Parce que le vrai défi du continent africain aujourd'hui, c'est par exemple sur le plan industriel. Comment on peut comprendre qu'on a toutes les ressources minières chez nous ici, mais à la fin du rouleau, on n'a rien? Ça voudra dire que quelque part, soit ceux qui sont nos leaders ne font pas bien le job, et s'ils ne font pas bien le job, c'est parce que pour la plupart d'entre eux, ils sont là-bas par la volonté de celui-là qui n'est pas là en réalité pour notre bonheur. Voyez-vous? C'est soit cela. Ou parce qu'on veut faire patapa, comme on le dit chez nous. Donc, j'estime... Sauf que ce ne sont pas tous ceux qui le disent chez vous qui regardent croisés. Non, je sais. Au Mali, au Burkina Faso, que nos amis Europe, aux États-Unis. D'autres pays de l'Afrique comprennent tout simplement que je voudrais dire qu'en Afrique, on doit faire un effort pour ne pas faire des humains ou des individus, des gens plus forts que nos États, nos institutions. Malheureusement, c'est dans ce schéma qu'on est. C'est ça qui fragilise même l'Union africaine. Parce que pour parler au nom du continent africain, il n'y a pas une institution qui soit mieux placée que l'Union africaine. Mais évoquons le cas de la Cour d'Arusha. Cette cour-là que l'Union africaine même a mise en place, mais qui condamne des États qui ne trouvent pas utile de s'exécuter. Et c'est ce qui se répète aussi au niveau de la CEDEAO. Voyez-vous? Donc nous-mêmes, on a suffisamment travaillé pour fragiliser nos institutions. Maintenant, on veut se pointer comme des individus pour dire on parle au nom du continent. Ça ne va pas marcher comme ça, je suis désolé. Travaillons plutôt à faire de nos institutions
des institutions fortes. Demain, si on dit que la Cour de justice de la CEDEAO a condamné un pays, il faut que cette condamnation-là soit applicable, soit contraignante. Auquel cas, on va juste beau discourir, ça ne changera rien. La guerre entre l'Ukraine et la Russie va se poursuivre sans rien, sans aucun apport du continent africain. Les États-Unis d'Amérique, même si on ne l'accepte pas, va continuer par dénicher, va capturer des présidents légitimement élus sans que l'Afrique n'ait aucun mot à dire. Parce que nous ne sommes même pas capables à refuser ou à dénoncer ce qui se fait en Afrique du Sud sous nos yeux. Qu'avons-nous à dire dans le Moyen-Orient? Soyons objectifs, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ça dit que moi, mon souhait, c'est qu'à l'arrivée, si c'est que nos dirigeants peuvent au moins soumettre ces genres d'organisation à l'Assemblée nationale qui va se prononcer, ça nous aiderait. Parce qu'à chaque fois qu'on organise des congrès, ça dit qu'il n'y a pas eu une reddition de compte qui est faite. Magloire faisait tout à l'heure cette acrobatie intellectuelle là, pour nous donner les dépenses en fait estimé que peut coûter l'organisation d'un congrès. On va de congrès en congrès et après on n'a pas les résultats. Parce que moi, honnêtement, comme je l'ai dit, je ne vois pas en quoi est-ce que le dernier sommet là dont nous parlons peut influencer le cessez-le-feu au Moyen-Orient. Je ne le vois pas. C'est en cela que ça devient un gâchis. Parce que les fonds qui ont été utilisés là-bas pourraient servir autre chose à l'interne. Donc, je suis désolé de constater que, bon, je parle de l'Afrique en général, nous avons des dirigeants qui sont beaucoup plus tournés vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils sont des dirigeants de l'étranger, ils ne s'occupent pas de ce qui se passe chez eux. Et là, c'est des gens qui nagent à compte courant, comparativement à ce que nous avons dit tout à l'heure concernant les pays de l'AOS. Vous pensez que le Mali, le Burkina Faso, à l'étape actuelle, vont organiser un congrès du genre pour ne parler que de l'Occident ou bien du Moyen-Orient? C'est en cela que ça devient une curiosité. Aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est un partenariat sud-sud. On a beau expérimenter avec le partenaire sud-nord et ça ne nous a pas avantagé. On a constaté que le rapport de force n'a jamais été équilibré parce que vous avez en face un blanc ou bien un occident qui pense que lui là, c'est un demi-dieu et que le noir, c'est un sous-homme. Il faut qu'on change de paradigme. Merci Louis. Nous avons parlé du Mali, de l'AES, de la Côte d'Ivoire et du Togo. C'est la fin de Regard Croisé pour aujourd'hui. Vous avez peut-être un mot de 30 secondes à poser avant qu'on ne se sépare. D'abord Magloire et ensuite Louis. Non, si j'ai un mot à dire, c'est d'exhorter, disons, les dirigeants des deux blocs de l'espace communautaire ouest-africain, l'AES et la CEDEAO, pour leur dire que les différents politiques sont là, certes, mais on constitue les mêmes peuples. Et je les encourage à privilégier toujours le dialogue pour le bien de notre espace communautaire, parce que quand on a fermé les frontières entre le Bénin et le Niger, ce ne sont pas les dirigeants qui en souffrent, parce que quand Romian Wadani voulait prêter serment, les dirigeants nigériens ont pris avion pour venir, mais le citoyen lambda nigérien, parce que les frontières terrestres étant bloquées, ils ne pouvaient pas visiter leurs parents qui sont au Bénin. Donc, je voudrais les encourager, au-delà des différents politiques, à privilégier le dialogue pour le bien de non, notre espace. J'en ai pas prévu, mais je voulais juste profiter du plateau pour noter la détermination de la municipalité du Golfe 5. En sa tête, le maire Kossi Aboka, qui a commencé justement par être aux trousses des jeunes gens là-bas au Carrefour, Limousine, qui s'adonnent à la consommation des substances psychoactives. Je crois que c'est un danger public en fait qui guette ce quartier-là. Et à un moment donné, la municipalité du Golfe Sec a commencé par prendre ses responsabilités. Nous devons l'encourager à aller de l'avant. Louis Kamako, journaliste, analyste politique, merci d'être passé sur ce plateau. Magloire Teko Kanvi, directeur de publication Flambeau des démocrates. Merci également à vous d'être passé sur ce plateau de Regard Croisé. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur votre chaîne.